Bonjour à tous. Ce webinaire s'adresse aux journalistes francophones qui s'intéressent aux conséquences du changement climatique et vise à leur offrir des conseils pour mieux couvrir la 26e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26 qui se tient cette année en novembre prochain en Écosse. C'est un webinaire organisé par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. C'est un forum lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNET. Le forum existe en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe, et vise à offrir aux journalistes du monde entier des ressources, des opportunités et des recommandations pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire où les médias ont été affectés par cette pandémie. Nous avons au total plus de 10 000 journalistes dans nos forums, des journalistes qui participent chaque semaine aux activités que nous organisons, lesquelles sont des webinaires, des ateliers en ligne et des formations gratuites. Pour en bénéficier, si vous êtes journaliste, nous vous invitons à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons écouter les conseils et de précieuses recommandations de nos chers panélistes pour mieux couvrir le sommet mondial pour le climat qui se prépare très prochainement. J'ai l'immense plaisir d'accueillir pour ce webinaire Anne-Sophie Garrigou. Elle est journaliste écologique, passionnée par la durabilité environnementale et la sensibilisation à l'action climatique. À Berlin, en Allemagne, elle a créé The Bee Magazine, qui est une publication féministe imprimée et numérique couvrant la crise climatique et les innovations durables. Mais elle est depuis 2020 la responsable média et média et communication de l'EIT Climate KIC. Notre second invité est M. Sena Aluka, journaliste spécialisé en environnement et surtout directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui est implanté dans plusieurs pays d'Afrique. Merci à vous, M. Sena, d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire qui sera très utile et bénéfique pour les journalistes francophones du monde entier. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Avant de commencer, je souhaite rappeler aux participants que ce webinaire se veut interactif, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions aux panélistes, soit dans les commentaires sur Facebook, soit dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran pour ceux qui nous suivent via Zoom. Ma première question s'adresse à M. Sena Aluka. Vous avez participé à plusieurs conférences des Nations Unies sur le climat. Pour vous, que doit savoir un journaliste qui participe à la COP26? Merci beaucoup, cher Balao, de cette Votre formidable micro n'est pas occasion. activé. C'est bon. Il doit l'être maintenant, non? Ouais, voilà, ça fait énormément plaisir de m'adresser à vous. Enchanté, Madame Anne-Sophie, et respect pour tout le combat que vous menez là-bas de l'autre côté, parce que même peuple, même combat, quels que soient nos horizons, la lutte, elle est à nous toutes et tous. Alors, ça fait vraiment plaisir de partager ces moments. Pourquoi? Parce que moi-même, ce que beaucoup de gens ne savent pas, même pas mes collègues, c'est que ma première participation à la COP, c'était en tant que journaliste. Voilà, donc parce que j'étais trop tard, il fallait rapidement avoir l'accréditation. Et l'accréditation la plus facile à avoir pour aller au COP, eh bien, c'est l'accréditation journaliste, média. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en 2015, en 2005, pardon, à la COP 11 à Montréal, la COP qui a vu la naissance de tout le mécanisme carbone dont on appelle aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui comme la RED+. Mais que doit savoir? Eh bien, il y a beaucoup de choses à savoir. 5 choses essentiellement. Hein. La première chose que tout journaliste doit savoir de la COP, que c'est une rencontre propriété de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas Ousmane et Sangaré qui organisent un mariage, non. C'est propriété des Nations Unies. Et dès que vous mettez les pieds là-bas, vous êtes en territoire international. Et c'est le protocole et c'est les façons de faire définies par les Nations Unies qui priment. Même si c'est organisé à Tombouctou
à Djibouti ou à Kaboul, l'espace là et toute la procédure relève du protocole de la diplomatie internationale. Très, très important de savoir. Donc, c'est une occasion des États. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les activistes, ce n'est personne, c'est les États, c'est leur chose. Nous, en tant qu'activistes environnementalistes, nous allons, pour faire un peu de bruit, les journalistes y vont pour écouter. Et certains aussi pour essayer de voir comment ils peuvent, à travers leurs écrits, leurs reportages, si possible, faire pencher les choses. Oui, ce n'est pas interdit. Donc, c'est important de savoir ça. Et donc, c'est eux qui fixent les lois et nous, on respecte. Et ces gars, ils sont au nombre de 197. 197 qui se retrouvent chaque année. Imaginez vous demander à 197 personnes de vous trouver une femme, vous mourrez célibataire. Donc, voilà 197 personnes qui se retrouvent pour se mettre d'accord sur un document de près de 200-300 pages. Donc, ça ne doit pas être évident. C'est dans ce brouhaha. Ça, c'est très important à savoir. Processus Nations Unies. Deuxième élément que j'estime important que nous et aux journalistes doivent pouvoir savoir, c'est que l'objectif central est de répondre à une urgence climatique. Il y a la notion d'urgence climatique. Quand le débat commençait à 92 au sommet de la Terre à Rio, eh bien, c'était dans le cadre d'un panier de conventions qu'il fallait mettre en place pour, à l'époque, aller vers ce qu'on appelait l'éco-développement. Comment réduire nos impacts, comment assurer notre responsabilité de citoyen vis-à-vis des générations aujourd'hui et celles à venir, comment faire mieux, comment aller vers le mieux-être. Agenda 21 local, Agenda 21, oui, c'était ça. Mais aujourd'hui, il y a une question, pas de changement climatique, mais d'urgence climatique. Donc, c'est important de noter cela, parce que c'est cela qui va faire, vous allez voir les gens à travers le couloir, aller par ici, parce que tout le monde est intéressé par des mesures, des stratégies, des tactiques pour pouvoir régler la crise climatique. Et donc, il y a ce sens d'urgence climatique qu'il faut avoir, parce que de l'Algérie, à passer par la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, etc., la crise est là aujourd'hui et nous y faisons face et nous n'avons encore rien vu. Donc, cette notion d'urgence climatique, c'est important de le savoir et c'est bon pour le journaliste de bien se renseigner pour avoir les chiffres, avoir les statistiques. Troisième élément que les journalistes doivent savoir, c'est que même si le cadre est un cadre international, même si l'urgence elle est climatique et elle est mondiale, elle est universelle, chaque pays y va pour défendre dans une certaine mesure ses intérêts, défendre ses économies, défendre sa survie, soit en tant qu'entité, quand il est un État puissant, ou en tant que cadre sous-régional. Donc, pour des petits pays comme des pays négligeables, Bénin, Togo, machin, El Salvador, ben, ils sont obligés de se retrouver dans les grands ensembles. Donc, le Togo va pour négocier un peu pour lui, comment arriver à avoir un petit financement, etc. Mais il va le faire dans un certain nombre de groupes. Donc, le Togo va négocier d'abord dans le groupe africain, parce qu'on va dans ce contexte. Donc, au lieu que le Togo lève la main pour dire « je pense que la proposition telle n'est pas bonne », elle va écouter ce que l'Union africaine va proposer. Elle va dire « je parle au nom du groupe africain » ou « je soutiens la position africaine ». Au-delà de ce groupuscule de l'Union africaine, il y a des groupes plus larges, notamment le groupe des 77 pays plus la Chine, qu'on appelle G77 plus la Chine. D'autres groupes également beaucoup plus petits, comme le groupe des pays moins avancés. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, les négociations se font dans le cadre de ce nombre de clusters, mais des groupes par intérêt, par affinité. Il y en a plusieurs. Quatrième élément, je trouve que c'est important de savoir, non, je finis ce troisième élément, c'est donc la nécessité pour le journaliste, avant de quitter ta petite capitale de Niamey ou je ne sais pas où, de N'Djamena, de pouvoir savoir, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos positions? Groupe Afrique, c'est quoi vous allez dire? Donc, c'est important de pouvoir avoir ces renseignements depuis la maison, et de pouvoir, à ce qu'une fois là-bas, avoir des acquaintances pour glaner des informations. C'est toujours plus facile si on te connaît comme journaliste quittant la télévision togolaise et on sait que tu vas arriver là-bas, c'est plus facile de glaner les informations. Au lieu de là-bas, on te raconte, ah, tu es aussi arrivé, tu dis oui. Là, tu vas passer des jours compliqués. Voilà le troisième élément.
Je pense que l'élément suivant qu'il est important que les journalistes sachent avant de partir et tout, c'est de la nécessité de pouvoir savoir que, surtout s'ils sont des pays francophones, pire des pays francophones d'Afrique, bon, chers amis, il n'y a pas à se recréer beaucoup la roue. Il y a au niveau du monde médiatique également, médiatique francophone, des groupes organisés et où les informations sont partagées. Vous ne pourrez pas, en tant que journaliste du Congo, du Tchad, bon, je ne sais pas, peut-être la Belgique, la France, eux, ils ont beaucoup d'outils, mais vous ne quitterez pas Madagascar et prétendre arriver à Glasgow et maîtriser la dimension holistique des négociations à vous seul. Non, il vous faut faire partie de ces petits groupes également de médias qui existent. Il y en a plusieurs. Posez la question, Madame Anne en parlera, Monsieur Balao, ils connaissent bien ces schémas-là. C'est important d'appartenir à ces groupes et de pouvoir parfois lire, comprendre. Et puis voilà, vous essayez de mettre ça en français facile avec votre perspective. Vous pourrez également couvrir davantage. Ne croyez pas aller écrire toute l'histoire. Il y a des personnes, je ne vais pas vous décevoir, ce qui va sortir de Glasgow, ils le connaissent déjà. Voilà. Là, je te vous parle en tant qu'activiste. Les grandes décisions de Glasgow, les gars le maîtrisent déjà. Je parle des journalistes. Les gars le maîtrisent déjà. Ils connaissent la position de tous les États. Ils ont des relations avec les gars de la Convention climat. Ils ont des acquaintances avec les négociateurs de l'ombre. Les grands journalistes, ils connaissent ces résultats. Donc, il faut les connaître, pouvoir lire leurs papiers et comment glaner des petites informations. Et vous coloriez ça avec un peu du piment de Accra et vous avez aussi votre papier. C'est très important. Et puis, bon, dernier élément, bien entendu, à savoir dans ce cas de ces négociations sur le climat, c'est les questions de la logistique en termes de comment survivre. C'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes qui y vont. Dieu merci, cette année, c'est en Écosse. On ne va pas ouvrir les vannes. On a 3 ennemis principaux sur la route cette année. C'est très loin, donc ce n'est pas Paris, ce n'est pas à côté, c'est l'Écosse. Ce n'est même pas Londres. C'est l'autre partie de l'Angleterre un peu spéciale. Et en plus, notre tonton Corona 21 est là, qui va bloquer la plupart d'entre nous d'aller parce qu'il y a certains qui ne prendront pas de vaccin et tout ça. Bon, donc, Corona ne va pas faciliter la tâche. Et puis, c'est l'Angleterre, ce n'est pas un pays francophone. Pour avoir le visa, pour la plupart, il faut aller dans les pays où il y a le UK High Commission. My friend, you will spend 2 weeks to look for visa. Et donc, ça, ce n'est pas facile. Donc, il faut se préparer très, très tôt. Très, très tôt, chercher les médias, l'accréditation, tout est là à disposition, sont prises, tout est OK. Et puis, bon, vous commencez très tôt et voir comment. J'ai pris la semaine de prendre certains de mes fossiles. Hein, logistique. J'ai vu des journalistes à Marrakech trembler dans le froid dehors. Il ne faut pas que ça vous arrive, chers collègues. Hein, ce n'est pas Gao là-bas. Vous voyez, il faut partir avec vos jaquettes. Il faut bien être là-bas. Ils vont vous donner des gants, il faut les prendre. Ils vont vous remettre aussi parfois. Il faut aller au grand marché. Tu acceptes les marchés là. Hein, en tant que journaliste, vous faites les interviews dehors. Ce n'est pas aussi évident. Il faut bien se préparer et être dans les bonnes conditions parce qu'il y aura des démonstrations qui se feront dehors. Et si vous comptez sur vos petits jeans là, vous allez en souffrir. Je le dis parce que j'ai vu des collègues journalistes trimer dans les corps. Et je n'aimerais pas que ça vous arrive. Nous, environnementalistes, nous, on est des sacrifiés pour la cause, mais vous, journalistes, vous devez être en bonne santé, bien vous protéger, savoir vous faufiler entre les choses. Et s'il vous plaît, encore logistique, journalistes, voilà, vous avez une mission précise, allez comprendre, augmenter votre niveau de compréhension des enjeux, vous rapprocher davantage des négociateurs, transformer le message compliqué, les 50 000 acronymes des conventions-là, dans un langage pour que le tonton de, je ne sais pas, où Bamako puisse comprendre. C'est ça l'objectif. Pardon, il ne faut pas faire la concurrence aux ONG. Quittez les side events, quittez là où on fait à manger, quittez les clés USB, pardon. Voilà. Allez, concentrez-vous sur les négociations. Je parle des expériences clés que j'ai vécues et où les journalistes envoyés par nos États font du copier-coller. Ils vont copier juste les écrits de l'autre, de Médiateur, Reporter, de France 24, et ils collent ça, ils remplacent 2 phrases et ils balancent vers les pays. Non, soyons originaux, mettons nos petits articles dans les aigles. Et puis voilà, si vous avez des amis comme nous
essayez d'avoir des amis dans la logistique, des amis dans les ONG, des amis négociateurs qui peuvent vous aider à naviguer un peu dans les choses. Et francophone, vous ne lisez pas. Pardon, lisez mode d'emploi. On va vous remettre document là. Lisez mode d'emploi, comment vivre à travers. Prenez une journée pour demander comment je passe ici pour aller à ici. Sinon, les gars sont très intelligents. Ils sont, à cause de nous, ONG, ils ont mis les réunions ne sont pas au même endroit. Donc, sachez comment naviguer entre ces différentes zones. Sinon, vous allez passer 2 semaines de congé climatique et de voyage touristique. Mais en tout cas, voici, cher Crossi, au moins les 5 éléments que j'estime chaque journaliste doit pouvoir savoir avant de partir. Merci beaucoup, M. Sena, pour ces conseils qui sont pratiques. Madame Anne-Sophie, vous avez aussi couvert plusieurs COP et plusieurs des éléments relevés par le confrère Sena ne vous sont pas étrangers. Dites-nous, à quelles difficultés sont confrontés les journalistes qui sont sur le terrain et comment les surmonter? Vous pouvez partager avec nous votre expérience personnelle. Merci. C'était extrêmement complet ce que le collègue Sena a expliqué, vraiment, vraiment très, très complet. Et ça, mon expérience est vraiment sur une des choses qu'il disait, par exemple, on peut passer 2 semaines à la COP complètement perdu. Si vous avez la chance d'y être pendant 2 semaines, passez les 2 premiers jours à essayer de comprendre ce qui se passe, vraiment. Parce que ça, moi, c'est une erreur de la première COP que j'ai fait où j'ai voulu écrire des articles dès les premiers jours et en fait, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer et c'est pas possible. Donc vraiment, si vous avez le privilège de pouvoir être là pendant les 2 semaines, le premier jour, essayez de comprendre ce qui se passe et de vraiment se faire les bons contacts pour pouvoir demander. Je pense que c'est très important de s'informer en amont parce qu'une des erreurs qu'on peut faire en tant que journaliste à la COP, c'est si on prend pas assez de temps avant la COP pour comprendre ce qui s'y passe, on va perdre trop de temps pendant la COP pour comprendre le jargon. Et il faut vraiment, vraiment s'informer en amont. Par exemple, il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours, qui vraiment tire la sonnette d'alarme quant à la possibilité de changement irréversible du climat. Vraiment s'informer, comprendre avant d'aller à la COP ce qu'il y a dans ce rapport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se baser là-dessus. Une autre erreur à ne pas faire à la COP, c'est penser que c'est essayer de tout faire tout seul. Je pense qu'il y a c'est le meilleur endroit pour rencontrer des gens qui ne sont pas déjà dans votre carnet d'adresses, pour rencontrer des experts que vous n'auriez pas rencontrés si vous n'étiez pas venu. C'est vraiment le meilleur endroit pour rencontrer des experts du monde entier sur les questions climatiques, des experts que vous pourrez recontacter par la suite pour vos prochains articles sur le sujet, même après la COP. Donc, profitez vraiment de la COP pour rencontrer un maximum d'experts, que ce soit dans les salles de négociation, évidemment, les hauts placés dans les gouvernements, mais également les ONG, parce que même si les ONG sont là pour faire du bruit, comme vous disiez, Sena, le bruit qu'ils font à la COP est super important. C'est vraiment important. Le bruit qui est fait par les activistes dans les couverts de la COP, c'est très important que les journalistes écoutent, pas seulement ce qui se passe dans les négociations, parce que je pense que ça se répond, en fait, ce qui se passe dans les négociations et ce qui se passe dans les couloirs par les activistes. Il ne faut pas oublier que cette année, le contexte est extrêmement particulier avec le Covid, parce qu'il y a une inégalité vaccinale énorme avec, je ne sais pas, peut-être 60 à 80% des gens qui vont être vaccinés en Europe, par exemple en France, en Allemagne où je vis aujourd'hui, en Angleterre, alors que dans les pays africains, les vaccins ne sont pas encore available, ne sont pas encore là. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, garder en tête pendant la COP. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'activistes, par exemple, de groupes, de journalistes qui ne vont pas pouvoir venir ou qui vont être... Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur et quelque chose qu'il faut garder en tête. Il va y avoir une inégalité de représentation assez incroyable cette année et je ne sais pas comment ça va se gérer au niveau des organisateurs, au niveau des Nations Unies pour faire en sorte que toutes les voix soient entendues. Et je pense que ce que vous disiez aussi sur le jargon, moi, quand j'écrivais pour le magazine, pour The Beam, à chaque fois que j'écrivais un article, je me demandais si ma grand-mère comprenait. Ma grand-mère qui habite dans la campagne, dans un village de 300 habitants en France, qui n'y comprend rien, qui ne connaît rien aux questions climatiques, quand j'écrivais,
je ne fais pas en sorte de simplifier. C'est pas seulement simplifier le langage, en fait, c'est expliquer ce que vous voulez dire. Donc, on ne simplifie pas parce que c'est des questions qui sont complexes et il y a besoin de cette complexité-là. Quand on écrit un article sur le changement climatique, il y a besoin d'expliquer la complexité, mais expliquez-la, cette complexité. Ne vous contentez pas de reproduire des articles que vous avez lus ou de reproduire des paroles que vous avez entendues. Il faut expliquer parce que je pense que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on utilise tous un espèce de jargon. On est enfermé dans cette espèce de jargon. On a tellement l'habitude de l'utiliser qu'on l'explique même plus et on oublie que les gens qui sont à l'extérieur de cette petite bulle qui est la COP ne connaissent pas forcément le jargon. Donc je pense que c'est très très important de comprendre le jargon et d'arriver à le décoder, donc de se demander voilà, si les gens autour de vous qui ne travaillent pas sur ces enjeux de crise climatique peuvent comprendre ça. Ouais, pour l'instant, c'est à peu près les erreurs, je pense, qui sont... ou les premières choses qui me viennent en tête sur cette question-là. Monsieur Sénat, on parle beaucoup de la COP25 comme d'un échec, une COP ayant eu des résultats décevants avec des accords qui étaient inaboutis. Avez-vous le sentiment, cette fois-ci, qu'il y aura un progrès? La question, c'est si j'ai senti également qu'il y a eu un échec à Katowice. C'est ça la question? Oui. La question, Oui, c'est bon. de savoir si cette fois-ci, il y aura un progrès, que les espoirs sont permis. Non, non. Moi, je vais vous décevoir. Il ne faut pas se tromper. Hein, non. Je dis, ce qui nous retrouve là, c'est l'urgence climatique. Vu de journalistes, ça fait beaucoup de rencontres. Et comme on dirait chez nous, juste pour ça. Est-ce que tout ça pour ça? Et donc, quand on voit effectivement la complexité des conventions multilatérales, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des choses pas bien et des choses très bien. Toutes les COP, même si on va à 2158, demeurent une réunion de miracles. Quand vous arrivez à mettre 197 pays et territoires dans une même salle, dans ce monde d'intérêt, et où les États-Unis veulent bouffer tout le monde, et où le Soudan veut avoir sa part de pétrole, et où l'Arabie saoudite n'a pas envie que sur le terrain du climat, on lui dise d'arrêter son exploitation, quand vous arrivez à mettre tout ce monde-là dans une salle, ça relève d'un exploit. Donc, c'est positif. C'est comme ça, absolument, le multilatéralisme, c'est une bonne chose qu'il faut préserver. Je peux faire 2 semaines de critiques contre les Nations Unies, mais en tout cas, ça, chapeau, on est arrivé à garder ça. Tonton, le grand frère Trump a voulu torpiller ça. Dieu merci, il est parti très vite. Et donc, le multilatéralisme est encore vivant. C'est tant mieux. Et donc, Katowice a eu des choses très positives, il faut avouer. On était parti à Katowice, l'objectif étant de voir comment est-ce qu'on écrit le rulebook, l'accord de Paris COP21, comment 4 ans plus tard, on essaie d'écrire un peu le guide, le mode d'usage de l'accord de Paris. Bon, on est parti un peu sans ce guide beaucoup plus détaillé, compréhensible de tout le monde. On s'est séparés sans se mettre d'accord sur la question fondamentale pour nous, et le petit étant insulaire, sur la question des pertes et dommages, qui va payer pour le déplacement de tout le peuple de Bahamas ou les îles Norfolk, quand ils vont tous quitter pour venir aller demain être habités par la Namibie. Bon, qui va gérer ça? Bon, et beaucoup d'autres petits détails sur lesquels on ne s'était pas mis d'accord à Katowice, mais il y a des choses positives. Alors, cette année 2026, pardon, 26, des signaux positifs, oui, beaucoup de signaux positifs. Le premier signal positif qu'il faut savoir, c'est le retour, welcome back, les enfants perdus vers la maison. Tonton Biden, good morning, thank you very much for coming back home. Donc, Tonton Biden a ramené les États-Unis vers la barque. Merci bien, ils étaient partis entre-temps, ils sont revenus et de pied ferme. Ça ne sera pas fini, ça ne sera pas de tout facile pour lui de rester longtemps, mais en tout cas, ils sont revenus. C'est un signal positif et qu'il ait pu organiser un sommet entre-temps à New York pour essayer de... Bon, c'était un jeu beaucoup plus diplomatique, un peu commercial, le menton vu, mais en tout cas, prenons-le positivement. Premier signe positif. Deuxième signe qui n'est pas une bonne chose, mais ça l'est. Bon, parfois, il faut la thérapie de choc. Tout le monde sait aujourd'hui que appeler le changement climatique, bouleversement, réchauffement, crise machin,
M. Ban Ki-moon l'appelle the new order, le nouveau, le new normal, le nouveau normal. Tout le monde s'apprête à la catastrophe du jour au lendemain chez lui. Donc, c'est vrai qu'il faut dialoguer, diplomatiser, tout ça, mais les Américains aiment dire « There's no business on a dead planet. There's no business on a dead planet. » On fait les affaires qu'avec les vivants. Donc, tout le monde comprend la nécessité, même s'ils vont faire leur business sous la table, de pouvoir faire quelque chose parce que les effets du changement changeant, du climat changeant sont là devant tout le monde. Et puis, il y a des éléments positifs. Cette mobilisation citoyenne, elle est aussi beaucoup plus forte. Après Greta, après la grande marche de New York, etc., on voit quand même qu'il y a cette masse citoyenne, le mouvement Indignez-vous et tout ça. Bien, et ça fait qu'il y a un mouvement citoyen, une pression qui est de plus en plus forte. Et puis, dernier élément, c'est Covid-19, qui est venu chambouler tout, mais a donné je dirais, des messages en même temps parfois regrettables. On a perdu beaucoup de gens. Nous tous, on a été frappés, mais beaucoup de signaux positifs. Le Covid est venu démontrer au monde entier, aux négociateurs, que another world is possible. Mieux, several worlds are possible. Les alternatives, on en a aujourd'hui besoin. La désurbanisation, la déghettoisation des villes, la ruralisation de nos façons de vivre, la numérisation des villes avec de nos habitudes, l'électronisation de tout. Coronavirus est venu démontrer qu'on peut faire la COP26 sans émettre un seul CO2. Sinon, juste qu'on peut émettre chacun de chez lui. Mais puisque nos amis de nos hôtels, tout ça, doivent vivre un peu, bon, on va quand même aller à Glasgow. Donc, ça veut dire qu'il y a ces signaux qui montrent que la COP26 ne pourra pas être comme la COP25. Il y a la question de le recovery, comment gérer ce monde au-delà de la crise climatique, de la post-pandémie coronavirus. Ça aussi est venu rajouter un peu à la pression. Donc, plus la pression est forte, plus sans doute, on peut s'attendre à des résultats plutôt positifs, mais s'il vous plaît, ne vous faites pas d'illusions. Madame Anne-Sophie, la COP26, c'est une rencontre internationale, un sommet mondial, un événement auquel participent des actionnaires, des dirigeants d'entreprises, des membres de gouvernement, des chercheurs, des scientifiques, des activistes et tout le gratin des personnes qui s'intéressent aux questions climatiques. Quelles sont, selon vous, les bonnes questions qu'un ou une journaliste qui participe à cet événement pourrait poser aux participants? C'est très difficile de répondre parce que les questions, ça dépend, il faut s'adapter à votre lectorat. Déjà, on ne va pas poser les mêmes questions pour un magazine sur le climat que pour un quotidien généraliste. Donc, c'est vraiment très difficile à dire. Et il y a tellement... Les gens qui se réunissent à la COP sont tellement différents. Il y a les activistes les plus inspirants et les business qui continuent à polluer et qui sont en train d'essayer de faire croire qu'ils font les bonnes choses. Donc, je ne sais pas s'il y a des bonnes questions. En tout cas, je pense qu'il faut garder en tête vraiment il faut garder en tête la dimension systémique de la crise climatique. Il n'est pas seulement question de réduire les émissions. C'est-à-dire que l'accès à l'eau potable, la lutte contre le racisme environnemental, la protection des peuples indigènes, tout ça, c'est aussi de la politique climatique. Et je pense que c'est important, quand on couvre la COP, de se rappeler de cette dimension systémique, vraiment, où ce n'est pas seulement réduire les émissions. Voilà. Et je pense qu'il faut parler des solutions. Parce que je partage l'opinion de Sena Aluka sur le... C'est très compliqué d'avoir de l'espoir, je pense, aujourd'hui, sur un quelconque chose positive qui sorte de ces COP. Mais il faut parler des solutions, parce que ce n'est pas une cause perdue, même si les rapports scientifiques sont alarmants. On peut encore faire des choses. Et c'est pareil, c'est ce que dit le rapport du GIEC, mais on n'a pas seulement besoin de solutions techniques et technologiques pour atténuer le changement climatique, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, je pense, à la COP, parce qu'il y a toutes ces entreprises qui montrent leurs dernières innovations technologiques, mais il faut aussi se concentrer sur la justice climatique, sur l'adaptation qui est
super important. Et il faut comprendre et faire comprendre aux lecteurs et aux lectrices que les solutions technologiques ne sont pas suffisantes et il faut vraiment englober ou penser à cette dimension systémique. Donc, je pense qu'il faut... Je ne sais pas quelles sont les bonnes questions à poser à la COP, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions soi-même avant d'y aller, de savoir qu'est-ce qu'on veut couvrir, qui on veut interviewer. Et vraiment, je pense qu'il faut savoir que c'est overwhelming ce qui se passe à la COP. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps, il y a tellement de conférences de presse qui se passent en même temps, des événements de partout. C'est vraiment très difficile de faire le tri, de choisir à quoi on va assister, qui on va rencontrer. Et c'est bien d'y aller avec une idée en tête de ce que vous aimeriez couvrir, des thèmes que vous voulez ou que vous devez aborder selon, je ne sais pas s'il y a des freelances qui nous écoutent ou des personnes qui ont des éditeurs en chef qui leur disent sur quoi il faut écrire. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'organiser avant la COP pour savoir quoi couvrir. C'est très important. La COP26 était prévue pour examiner les progrès accomplis. Est-ce que, Madame, avez-vous noté un progrès depuis l'accord de Paris? C'est difficile. C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce que j'ai pas aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent qui vont dans le bon sens, je pense. Oui. C'est pas toujours, qui viennent pas toujours de là où on les attend. C'est-à-dire que ça vient pas toujours des États. Pour un journaliste, par exemple, qui quitte un pays francophone, je prends l'exemple d'un pays comme le Sénégal, par exemple, comment savoir ou identifier les progrès qui ont été accomplis au plan communautaire, par exemple? Il faut vraiment se renseigner à l'avance. C'est pas quelque chose que je peux, honnêtement, que j'ai les compétences pour aborder. Il faut vraiment lire et lire avant d'aller à la COP et se renseigner. Et parler, je pense qu'il faut parler aux personnes. Je pense que c'est vraiment très important de parler aux activistes. Vraiment très important de parler aux activistes parce que faut bien comprendre que toutes les entreprises et tous les représentants des pays, tout le monde a un agenda. Évidemment, les activistes aussi, mais tout le monde a un agenda. Et je pense que c'est important, pour savoir les progrès qui ont été faits, de ne pas seulement se contenter de parler aux représentants de tel pays qui va évidemment vous dire qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits et le pays a fait énormément de politiques vertes parce que tous les pays sortent en France par exemple, tous les pays sortent des politiques publiques vertes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui se passent et qui vont dans le bon sens toujours. Donc, je pense que c'est très important pour savoir ça, de diversifier les personnes à qui on parle. Monsieur Sénat, vous maîtrisez beaucoup aussi l'aspect Togo. Pour un journaliste, par exemple, qui quitte le Togo et qui suit ce webinaire, quel pourrait être pour vous un bon article lors de ce sommet? Il n'y a même pas à se poser quelques questions. C'est que va-t-on chercher à Glasgow? Il ne faut pas se tromper. Que va-t-on chercher encore à Glasgow? C'est le titre de l'article qui doit être lu par tout le monde. Parce qu'il faut avouer, tu fais les sondages ici, il n'y a presque pas de Togolais qui va dire encore, allez à ces machins-là. Personne ne croit. Parce qu'ils vont dire, depuis quand vous y allez, vous avez amené quoi, etc. Et ce n'est pas évident pour le citoyen là-dedans de faire la corrélation entre ces conférences et les quelques projets en cours. Ça demande beaucoup plus d'explications. Qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments que le journaliste doit pouvoir maîtriser ici. Il y a, et qui peuvent être des objectifs, n'est-ce pas, sur lesquels on peut zoomer, que ce soit dans un article, un blog, etc. Il y a les engagements du pays dans le cadre de nos CDN. Les CDN, c'est les contributions déterminées au niveau national. C'est dans l'accord de Paris qu'ils ont trouvé un nouveau langage. Vous, les pays développés comme en développement, alors tout le monde ici, on est tous dans la même barque, chacun prend les engagements, chacun va dire combien il va réduire ses émissions. Le Togo a fait l'exercice en 2014 et en 2015, on a sorti que nous également, nous voulions réduire nos émissions, n'est-ce pas, de 11%. Alors, le Togo a dit dans le document qu'on a amené à la COP 21 à Paris que si on ne nous aide pas, nous-mêmes, nous connaissons notre trajectoire d'émissions de CO2,
au nom de la lutte contre le changement climatique, nous allons réduire notre trajectoire de 11% par rapport à son niveau de 90. Bon, de 2005, nous on a payé 2005. Et si vous nous donnez un peu de sous, vous avez promis 100 milliards à Copenhague, on n'a pas oublié, et 100 millions. Si vous nous donnez un peu de ces sous-là, nous allons réduire jusqu'à 32,5%, ce qui est énorme pour un pays négligeable comme le Togo. Nous émettons 0,005% des émissions totales. Donc, le Togo est en train actuellement de réviser son document de contribution déterminé au niveau national. Le journaliste togolais doit maîtriser ce document. C'est le document central. Il faut oublier tout le reste. Dans ce document, vous avez toutes les mesures que le pays entend entreprendre pour apporter sa contribution. Deuxième élément, c'est de savoir qu'est-ce que ces négociations ont déjà apporté pour le pays. Ça fait un très bon sujet d'article également. Il faut savoir que le Togo a bénéficié d'un certain nombre d'accompagnement, d'appui, de financement qui ont permis à ce que cet nombre de projets soient en cours déjà aujourd'hui. Que ce soit le projet de la RED+, c'est le projet le plus riche jamais réalisé au Togo. Ils ont beaucoup de millions là-bas. On a eu 7,2 millions de dollars. Les gars n'arrivent même pas à consommer ça par an. Donc, ça veut dire que les négociations ont déjà amené beaucoup de sous, enfin, quelques sous. Ce n'est pas pour améliorer les conditions de vie de quelqu'un, mais au moins, ça permet de faire beaucoup d'études, comme on aime bien le faire, nous. Et donc, il y a des projets là-bas. Il faut aller voir quel financement la participation au COP ont permis, n'est-ce pas, déjà de pouvoir mener dans le pays. C'est un bon article. Voilà, il y a un bon angle. L'autre angle important, c'est aussi les acteurs de la société civile. Qu'est-ce qui se fait concrètement au Togo aujourd'hui pour mettre en œuvre ces différents accords, ces différents engagements, etc. Et aller chercher les solutions pratiques, les solutions fondées sur la nature, que les simples citoyens, les associations, les États, les entreprises, les collectivités territoriales, quelles sont les solutions que ces structures-là, ces acteurs, ces parties prenantes mettent en œuvre aujourd'hui. Ça peut aussi être un article intéressant. Et puis, ça peut être très bien de pouvoir faire des analyses comparatives par rapport au Togo dans le Conseil de l'Afrique, le Togo dans le cadre des négociations, le Togo comparé aux États-Unis, etc. Voilà, donc il y a beaucoup d'articles comme ça, d'articles qu'on peut couvrir. Mais en tout cas, il existe aujourd'hui beaucoup de bases d'informations pour les articles, les journalistes au niveau du Togo. Madame Anne-Sophie, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'un des enjeux majeurs de la COP, ça va être de savoir si les gouvernements riches vont enfin honorer leur engagement sur justement les milliards qu'ils sont engagés à verser chaque année pour aider les pays les plus pauvres, principalement dans le Sud, à atténuer les effets du changement climatique et à effectuer la transition énergétique. Ça, c'est vraiment quelque chose pour les journalistes à suivre de très, très près, ces négociations-là. Et sur comment les pays du Nord développés, avec des très gros guillemets, peuvent renforcer comment ils vont aider à renforcer la résilience des personnes les plus pauvres et les plus marginalisées. Donc, c'est notamment les femmes et les filles qui sont les plus touchées par la crise climatique. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important et qui a surveillé pendant cette COP. Et je pense que le dernier rapport du GIEC va aussi devenir un élément de preuve dans les litiges relatifs au climat. Parce qu'il y a dans le rapport du GIEC, donc j'invite vraiment tous les journalistes à le lire. J'ai moi-même juste commencé à lire des articles dessus. J'ai pas lu le rapport très honnêtement, mais il y a l'accent qui est mis sur les différences régionales dans les projections climatiques. Et ça offre vraiment des preuves plus solides pour que les pays puissent se poursuivre les uns les autres en raison des impacts climatiques. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment à garder en tête pendant cette COP. Je ne sais pas comment ça va J'imagine que les ONG, les activistes vont vraiment utiliser ce rapport du GIEC, cette différenciation régionale pendant leurs actions à la COP. Ça va être très intéressant, je pense. Même si je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose, mais ça va être, je pense, très intéressant. Madame Anne-Sophie, pour les journalistes francophones qui nous suivent et sachant que la COP26 se déroule dans un pays anglophone et il y a plusieurs des tests ou des conclusions qui sont publiées en anglais, comment peuvent s'organiser des journalistes francophones qui ne comprennent pas ou ne comprennent pas assez la langue anglaise, mais qui participent? C'est difficile, ouais. Non, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours travaillé en anglais à la COP. Le magazine que j'avais lancé était en anglais. Je pense, donc il y a
je ne les connais pas, il y a des associations de journalistes francophones. Je pense qu'il faut aller dans les conférences de presse en français et parler aux journalistes, vraiment parler aux journalistes, parce que les journalistes, ils se retrouvent ensuite pour... alors, il y a aussi de la concurrence, hein, on va pas se mentir, mais moi, j'ai rencontré des journalistes français francophones à la COP qui ensuite, vous savez, se retrouvent, se donnent des tuyaux pour savoir qui va parler, enfin, quand il y a des négociations qui se font en off et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'aller dans ces conférences de presse en français et de parler aux journalistes. On les repère, les journalistes, hein. C'est ceux qui sont en train de gribouiller sur leur carnet ou qui sont avec un téléphone, une tablette, un ordinateur en même temps en train de tweeter. Donc, vraiment, aller parler aux journalistes francophones et demander s'il y a des associations ou des groupes. Et beaucoup se retrouvent après les événements pour discuter. Je pense que c'est très important. Après, honnêtement, aujourd'hui, toutes les informations, on peut les trouver en ligne, même en anglais, et il y a des outils de traduction qui sont très, très simples, et ça peut aider. Ça peut vraiment aider. Ouais. Monsieur Sénat, nous sommes déjà presque à la fin de ce riche webinaire qui est très intéressant. Votre dernier conseil pour les journalistes? Pour moi, c'était également un plaisir d'échanger avec mes collègues. Ça fait plaisir de savoir que beaucoup de personnes continuent la lutte. Je dois pouvoir, je crois que tout le monde comprend, hein, comme elle a dit tout de suite, ce n'est pas chose aisée, hein, l'information, c'est la matière première. Et donc, il ne faut pas croire que Anne-Marie va aller couvrir, toi, tu vas rester quelque part, à faire le tour de Glasgow, acheter des machins là pour tes petites filles du village et vouloir copier les articles de Anne-Marie, Anne-Sophie, et donc balancer comme ça. Non, non, et puis nous aussi, en tant que citoyens, on sait que c'est pas, quand ce n'est pas vous qui écrivez, nous savons. Quand ce n'est pas vos images, nous savons également. Donc, on va, il faut bien leur dire ça. Il faut être juste. Non, non, c'est important quand même que nous élevions le niveau. J'espère que votre contexte, enfin votre réseau et d'autres, ça peut être une idée d'organiser une semaine avant carrément une journée, une demi-journée de formation où on se parle. Moi, j'avais présenté toute un PowerPoint que tous ceux qui voudront bien, je vais avoir M. Fossi, on pourra partager avec vous. Le B.A.B.A. à savoir des choses, j'aime moi ici, en dehors de mes premiers éléments, des choses à savoir pour ne pas tomber dans les banalités et tromper les citoyens que nous sommes. S'il vous plaît, il faut maîtriser ce qu'on appelle le changement climatique. Pardon, ce n'est pas le trou dans la couche d'ozone. Ce n'est pas la désertification, ce n'est pas la même chose. Donc, il y en a qui disent les trucs carbone, ça permet de réduire le trou dans la couche d'ozone. Un article de la COP, non, non, pardon, ce n'est pas la même chose. Donc, maîtrisons la convention, même si on ne sait pas tout, mais au moins les gaz principaux, au moins comment ça fonctionne. Bon, donc cet élément-là, c'est bien de savoir ce qu'est le changement climatique, comment ça se manifeste. Ce n'est pas sorcier, c'est possible. C'est bien également de savoir un peu l'histoire. Donc, ça a commencé quand? Quels sont les grands moments? La COP 1, la COP de Marrakech, Kyoto, Paris. Voilà, quand vous écrivez, même si vous avez deux éléments, si vous complétez ça de deux petits détails de l'histoire, vous avez un article intéressant. De comprendre les grands acteurs, comme j'ai dit, les grands groupes, c'est bien de connaître les grands groupes. Et quand on dit la position de tel a dit ça a échoué, voilà, ça permet que vous ne courez pas dans toutes les conférences de presse, mais là où on dit que le représentant de la Juice Cans, le représentant de Umbrella Group, le représentant de PMA, vous savez où il faut aller. Et puis l'élément à savoir, ce sont les enjeux. On n'a pas le temps d'aller à fond aujourd'hui, mais la COP de Glasgow a ces grands enjeux. Il y a 5 grands enjeux, et je me permets de ne pas en parler aujourd'hui pour vous encourager à suivre la prochaine webinaire. Il y a des enjeux importants. Si la COP de Glasgow échoue sur un de ces enjeux, on parlera encore d'échec total, la Copenhague ou la Copenhague flop. Donc ça va être important. Et puis la question de broad picture. Voilà, donc de comprendre quelle est la dimension holistique. Changement climatique, ce n'est pas le seul souci de l'humanité, mais on a des soucis beaucoup plus pressants. Terrorisme, les gens ont faim, ce n'est pas changement climatique. Voilà, donc comment relier cette question cruciale à celle du développement durable. Donc, cette vision globale également, c'est bien de savoir. Et puis, bon, comme je l'ai dit tantôt, pardon, il faut dire des choses vraies, il faut aller voir, il faut éviter les fake news, on a raconté là. Voilà. Mais en tout cas, ce fut un grand plaisir. Nous serons là pour nous accompagner. On dit à Abidjan que
l'eau qui sort de la bouche de la grenouille est la plus fraîche. Ça veut dire, chers journalistes francophones, vous-même, allez à Glasgow. Bon, si vous voulez vous faire vacciner, c'est votre problème. Mais en tout cas, allez à Glasgow, couvrez les vraies choses et faisons vivre les bons moments à tout le monde. Je ne suis pas sûr d'y aller moi-même, mais en tout cas, à très bientôt. À Luta continua. Madame Anne-Sophie, votre dernier conseil aussi, une dernière chose à ajouter avant qu'on ne termine cette session? Dormez. Dormez la nuit. Il y a tellement de choses qui se passent le soir. On a envie de participer à tous les événements qui se passent le soir. C'est pas possible. Au bout de 3 jours, vous allez plus pouvoir vous lever. Dormez la nuit vraiment, même s'il y a à manger gratuitement, que ce soit. Rentrez à l'hôtel et dormez le soir. Ma première COP, je me suis épuisée au bout de la première semaine. Donc dormez. Deuxième conseil, parlez aux gens, parlez à un maximum de gens, vraiment profitez de cette opportunité pour parler et rencontrer des gens parce que c'est honnêtement comme ça que vous en apprendrez le plus. Voilà. Et merci beaucoup Kossi pour l'invitation, c'est un plaisir de parler. Merci. Merci à vos chers panélistes d'avoir accepté mon invitation, même si vous êtes parvenu un peu tardivement, j'avoue. J'estime qu'en 5 minutes ou une demi-heure ou une heure est tellement insuffisante pour aborder toutes les questions de cette COP et même pour parler des grands enjeux. Nous n'avons pas évoqué cet aspect, mais je pense que nous allons revenir organiser une autre session où nous parlerons des grands enjeux de la COP26. J'espère, M. Sénat, que vous serez toujours à nos côtés pour partager des conseils avec les confrères. Merci infiniment, surtout pour votre disponibilité, pour les ressources que vous avez partagées, pour les immenses connaissances et savoirs. C'est un honneur et un privilège de vous avoir. Je vous dis merci et merci également aux participants qui nous ont suivis dans près de tous les pays francophones, en Suisse, en France. Merci à chacun. Je vous donne rendez-vous en ce jeudi pour un nouveau webinaire où nous parlerons de l'art de couvrir les conférences de presse. Merci encore infiniment. Bon après-midi. Je rappelle aussi que nous avons lancé un petit sondage qui nous permet de savoir quelles sont les attentes des journalistes. Est-ce que ce webinaire répond vraiment à vos préoccupations? Je vous enverrai par mail. Je vous prie de prendre juste quelques secondes pour bien vouloir le remplir, nous permettre de savoir est-ce que ce webinaire est riche et intéressant pour vous et quelles sont vos préoccupations afin de mieux répondre aux besoins de tous les journalistes. Merci encore et au revoir. À la prochaine. Bye bye. Merci. Anne-Sophie, see you soon in Glasgow. Maybe. Au revoir.